Salut et bienvenue sur mon livre audio. Ici nous publions gratuitement les livres des auteurs africains, pour promouvoir la littérature africaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos à venir. Merci et bonne audition. Première partie. Prélude à la vie. Chapitre 1. On était en octobre. Les pluies diluviennes s'étaient arrêtées et la bonne ville de Grand-Bassam retrouvait un aspect plus gai. Le quartier France, situé entre l'Atlantique et la lagune ébriée, n'était plus inondé à l'embouchure de ses deux eaux et ses habitants pouvaient dormir tranquilles en attendant la prochaine saison des pluies. Il avait repris son air orgueilleux de prince restauré. Du pont qui enjambait la lagune, on apercevait les vieilles maisons de style colonial aux toits couverts de tuiles et aux fenêtres vitrées, merveilleux vestiges d'une ère à la fois brillante et pénible. Le quartier France, c'était le Bassam d'autrefois, capitale de la Côte d'Ivoire, wharf très important, ville au commerce florissant et qui connut l'opulence et la célébrité avant d'être éclipsée par les villes nouvelles de Port-Bouët et d'Abidjan. À défaut d'être capitale, Bassam conservait un air dédaigneux qui caractérisait sa dignité froissée. De l'autre côté de la lagune, comme pour témoigner de la gloire passée, le vieux phare éteint dressait son front audacieux au-dessus des quartiers Impérial et Congo qui formaient la ville africaine avec des cases en briques couvertes de tôle ou des paillotes en bambou. Impérial et Congo n'étaient plus particulièrement sales. On ne voyait ni les flaques d'eau stagnantes ni les tas d'ordures pourries au bord des rues mal bitumées. On était en octobre et le soleil, asséchant rapidement les saletés, rendait la ville plus souriante. La voiture qui m'avait transporté depuis Adiaké s'immobilisa. J'étais arrivé à Bassam. Je mis pied à terre et récupérai ma valise. La gare routière de Grand-Bassam, située en plein centre de la ville, en était sans doute l'endroit le plus animé. Les chauffeurs, dans leur jargon, se querellaient ou taquinaient quelques vendeuses d'oranges. Les passagers, toujours impatients, se plaignaient dans les taxis en partance pour Abidjan, Aboissau ou Adiaké. C'étaient, pour la plupart, des élèves qui rentraient de chez leur famille pour reprendre les classes. Ils se reconnaissaient à vue d'œil, ces élèves, rien qu'à leur habit coquet et à leur démarche fière. Ils portaient des chemisettes aux couleurs vives, des pantalons souvent bleus et marchaient les mains dans les poches. J'étais de ces jeunes gens-là, c'est-à-dire que j'étais un élève. Pourtant, ma chemisette était gris pâle et je ne marchais pas les mains dans les poches. Ce n'était pas par souci d'originalité que je me distinguais par mes vêtements et mes manières discrètes. La simplicité était un attribut de mon caractère et peut-être venait-elle de mes origines modestes. J'étais le premier fils d'un pêcheur du village d'Akunugbe. Après moi, ma mère avait donné une fille et un autre garçonnet à mon père. Quand j'en eus l'âge, on m'inscrivit à l'école française et je me mis à travailler ardemment, peut-être parce que cela m'amusait. Je perdis MNPR quelques jours avant de passer mes 2 premiers examens scolaires. Cette mort me peina beaucoup mais je passai avec succès le certificat d'études primaires et je fus reçu à l'entrée en 6e, premier du centre d'Adiaké. Malgré notre pauvreté, ma mère décida de me laisser entrer au collège. Moi, j'aurais volontiers accepté d'être un pêcheur et de sillonner la lagune Abi sur ma pirogue, lancer l'épervier pour capturer les sardines, les carpes et les brochets. J'étais donc entré au collège moderne de Grand-Bassam. 3 années s'étaient déjà écoulées et je venais faire ma 4e année, c'est-à-dire la classe de 3e. Ma valise n'était pas bien lourde. Je la soulevai et me mis à marcher vers la concession de mon tuteur. Des gamins tout nus se vautraient ou s'amusaient dans le sable. Le mort, assis devant sa petite boutique, prenait son thé habituel. Dans les rues, les passants étaient peu nombreux. La circulation automobile était peu dense. Bassam vivait dans son calme continuel, bercé par le bruit des vagues qui se brisaient sur la grève. J'arrivai enfin chez Monsieur Draman, mon tuteur. Sa concession était pauvre. Quelques cases en bambou couvertes de papeaux entouraient une petite cour sableuse où se dressait un jeune manguier près d'un puits.
Les enfants de mon tuteur se ruèrent vers moi pour m'accueillir. Ils m'aimaient bien, ces adorables bambins, toujours sales et toujours gais. Je leur distribuais des goyaves que j'avais cueillies au village. Je saluais les femmes assises devant la cuisine enfumée. Après avoir donné à mes tutrices les nouvelles de chez moi et appris les nouvelles de la ville, ce qui était une formalité, je regagnai ma case qui se trouvait dans la concession voisine de celle de M. Draman. Celui-ci avait une famille nombreuse et ne disposait pas d'assez de chambres. Il m'en avait donc cherché une chez l'un de ses amis. Ma case n'avait qu'une pièce unique. Je la balayai soigneusement, mis un drap propre sur ma paillasse posée à même le sol. Après quoi, je sortis mes livres et mes cahiers d'une caisse où je les avais laissés et les disposai sur ma table. Mon tabouret était toujours à sa place. J'avais mis de l'ordre partout. Je fis ma toilette et sortis pour prendre un peu l'air. Le soir tombait et les hommes rentraient du travail. Je retrouvai avec plaisir Moussa et Ousmane, les apprentis mécaniciens, Siaka, l'apprenti chauffeur. Nous habitions tous la même cour et étions des amis. Alors, Bento, tu as bien pêché pendant ces vacances? Me demanda Moussa en clignant de l'œil. Est-ce qu'il sait tenir un épervier? Fit Siaka en guise de réponse. Dites donc, protestai-je, qu'est-ce que vous croyez? Je sais mieux jeter l'épervier que certains pêcheurs de mon village. Petit prétentieux! S'exclama Ousmane. Entre nous, les Blancs vous ont gâté. Pendant 9 mois vous vous reposez tranquillement et quelquefois vous osez dire que l'école est difficile. Et tous ces jeunes gens riaient en chœur, me tapotant amicalement sur l'épaule. Cela ne m'amusait pas du tout. Leur obstination à ne pas me croire et à ironiser blessait mon amour-propre. J'étais fait ainsi. Ma trop grande sensibilité faisait que la moindre chose me blessait. Je me mettais cependant rarement en colère car je savais me dominer. Quand je ne pouvais pas me faire comprendre de quelqu'un, je me taisais et je souriais, un sourire très fier et amer, accompagné d'un soupir. « Tu es en colère, Bento ?» me demanda Moussa. « Nous sommes si heureux de te revoir. Je n'aime pas qu'on se moque de moi. Voyons, Bento, tu prends tout au sérieux, toi. C'est ce qui n'est pas gai chez toi. » Je voulais rétorquer que c'était mon caractère quand une voix douce me dit « Bonsoir, Je tournai la tête. Derrière moi se tenait Monique. Elle était la fille du propriétaire de la concession où j'habitais. 3 ans plus tôt, elle était une fillette de 12 ans. Nous avions souvent joué ensemble comme un frère et une sœur. Et à vrai dire, je ne l'avais jamais regardée comme une fille si l'on puisse désirer. Mais ce jour-là, je découvris Monique dans la splendeur de ses 15 ans. Ses formes arrondies, sa voix devenue comme plus sonore me fascinèrent. « Bonsoir, Monique, répondis-je à son salut. Mon Dieu, comme tu es belle. » Monique baissa les yeux et moi je ne me rendis pas compte que j'entrais dans le tourbillon qu'est la vie. L'année précédente, je n'aurais pas eu la hardiesse de faire un tel compliment à Monique. Je me rendis ensuite chez M. Draman. C'était un brave chauffeur, un vieil ami de ma famille. « Comment va ta mère ?» me demanda-t-il. « Très bien, elle vous dit bien des choses. Ton frère et ta sœur ?» Mon frère va bien. Ma sœur était un peu malade mais elle se rétablit rapidement. Alors, quelles sont les nouvelles? On était en vacances et comme c'est demain la rentrée, je suis venu pour reprendre le travail. Aniché, merci, me dit-il. Ici aussi rien de mal. Depuis ton départ, on est là à se débrouiller un peu. Mais ça marche jamais bien. Ma voiture est vieille et il faut qu'elle passe chaque semaine au garage. Ah. Mon petit Bento, la vie est bien difficile. Monsieur Draman parlait.
Je l'écoutais et je me disais que ma vie serait ce que je voudrais qu'elle soit. J'aimais rêver et la réalité n'avait pas une grande importance pour moi car je ne pensais pouvoir un jour transformer ce qui était en ce qui n'avait jamais été. Mon tuteur continuait cependant à disserter. C'est comme ça que l'autre jour je me suis fait prendre 2000 francs pour rien. J'avais prêté ma teinture d'iode et mon sparadrap à un de mes amis. Et sans les récupérer, je suis parti en voyage avec des passagers. Le malheur a voulu que je crève un pneu en cours de route. Bon, je le changeais quand des gendarmes motorisés sont arrivés. Ils m'ont reproché que mes pneus étaient trop usés et ils ont demandé à voir ma boîte à pharmacie. Hélas! Il manquait le sparadrap et la teinture d'iode. Alors, 2000 francs tout rond. Alors, il y a les mécaniciens, il y a les gendarmes et les policiers, et puis il n'y a pas assez de voyageurs. Même quelquefois certains refusent de monter dans mon taco parce qu'il est trop vieux et sale. Comment vivre dans cette situation? C'est comme je te dis, la vie est de plus en plus dure. Carte grise, assurance, essence et tout ça c'est de l'argent. Quelle vie est celle de notre temps? Tout est l'argent. Je me demande comment on va vivre dans 10 ans. Ce que serait la vie dans 10 ans? Ce que serait ma vie dans 10 ans? J'y avais souvent pensé. J'étais presque certain de mener, grâce à mon travail, une vie future brillante. Pourtant, je croyais pouvoir vivre n'importe quelle vie, c'est que je croyais justement être capable de vivre dignement même dans une situation médiocre. Très tard seulement, je regagnai ma chambre et me couchai. Je ne dormis pas aussitôt. Je n'avais pas sommeil et je ne sais pourquoi les souvenirs du premier jour de mon entrée au collège affluèrent dans ma mémoire. C'était le 1er octobre 1960. De bonne heure, j'étais parti au collège situé en dehors de la ville sur la route d'Abidjan. Sur le petit pont qu'on franchit avant d'arriver à l'établissement, j'avais trouvé 2 autres élèves dans leur complet kaki impeccablement repassé. « Bonjour, amis », leur dis-je. « À quelle heure entre-t-on en classe ici ?» Je fus stupéfait par la réponse des 2 élèves. « Ah! Tu es un taureau? Quelle idée !» m'exclamai-je, surpris. « Vous êtes donc des bergers ?» Les 2 garçons se mirent à rire. « Bon sang! Filin! Quel bossereau! Il ne comprend rien. Qu'est-ce que je dois comprendre, alors? Tu es un nouveau? Tu viens en 6e? Compléta l'autre. Oui, répondis-je calmement. Eh bien. Mon vieux, tu es bien costaud. Qu'est-ce que tu attendais pour venir au collège? Décidément, ces 2 garçons cherchaient à m'humilier. Et cette phrase d'Yula me vint fort à propos à l'esprit, ni ite fin nini, fin hello beini ninan. Ce qui voulait dire à peu près, si tu ne cherches pas quelque chose, c'est quelque chose qui te cherche. Dignement, je voulus continuer ma route, mais les 2 compères m'interpellèrent. Comme tu es idiot. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui les tacos, comme toi seront secoués? Ce sont les brimades, mon vieux, et si tu n'as personne pour te protéger, ton compte est bon. Comme tu nous parais gentil, nous allons te protéger. Celui qui parlait jeta un clin d'œil à l'autre qui sourit. Cependant, je leur fis confiance. Je leur fis confiance poussé par je ne sais quel besoin de croire en l'homme tout en m'attendant à sa trahison. À 7h30, la cour du collège était pleine d'élèves. Il y régnait un tumulte confus où se décelaient des rires, des cris sauvages, des pleurs même. Les anciens collégiens, les élèves de classe de 5e, 4e et 3e, ceux qu'on appelait Laz, je ne sais pourquoi, tourmentaient les nouveaux de 6e. On me dit qu'il était temps de partir. Humblement, je marchais encore entre 2 protecteurs. Moi qui à l'école primaire me croyais déjà grand, moi qui prenais la place du maître quand il était absent, j'étais devenu un veau qu'il fallait protéger.
Je sentis toute ma dignité froissée. Les « Laz » s'empressaient autour de moi comme une meute de chiens autour d'une biche. Ils demandaient « Alors, c'est un taco ? Il est bien grand. » Et ils essayaient de me tirer les oreilles ou de me donner quelques coups de poing sur la tête, mais mes deux amis providentiels me protégeaient. Nous étions maintenant au beau milieu de la cour. La multitude hurlante et mouvante nous entourait. Et puis je ne sais comment cela se fit. Mes deux protecteurs avaient disparu et je compris trop tard qu'ils m'avaient délibérément conduit en enfer. En un instant, j'eus toute la meute des « Laz » déchaînée sur moi. Les uns me frappaient du poing sur la tête, le dos, certains me frottaient les oreilles avec de vieilles brosses à poils rigides, d'autres me jetaient du sable sur la tête, la figure. Faiblement, j'essayais de me débattre, mais ces abeilles bourdonnantes me piquaient de tous les côtés. Partout alentour, c'étaient les mêmes vociférations, les mêmes sons se terminant toujours par « O », « Bosro »,« Taco »,« Vo »,« Taro »,« Capo »,« Zéro ». Mon Dieu, ma situation m'était tout d'abord humiliante avant d'être douloureuse. Je bouillais de rage et je crois que si j'avais disposé alors d'une arme, j'aurais fait un malheur. Tout silencieux, je pris Dieu à témoin de cette injustice dont j'étais victime. Enfin, un élève de 3e vint à mon secours et m'enleva des mains de mes bourreaux. Cependant, j'eus à subir d'autres supplices mais moins graves. Cette fois-ci je devais me mettre à genoux quand un « Laz » me disait de « piquer ». Je devais aussi répéter cette phrase idiote. La bosronomie est une maladie qui attaque les élèves de 6e durant le premier trimestre de l'année scolaire. Il fallait défiler ainsi, tout seul, en chantant. Je suis un taco, ma valeur est 0, les Laz sont en diamant et moi je suis en fumier. Après la marche, c'était la danse et les « Laz » se convertirent sur le champ en chanteurs et danseurs. La lièvre et le tortue y sont pariés, demain nous verra celui qui gagneront. Oui, c'était le lot du « Bosro » de se plier aux caprices du « Laz », comme c'est le lot du faible de se plier aux volontés d'un plus fort. Le « Bosro », c'était le nouveau venu, celui qu'il fallait humilier pour mettre en évidence sa nullité. Comme tous les gens humbles, je détestais l'humiliation. J'avais trop de respect pour autrui pour tolérer qu'on s'amusât à m'humilier. Les supplices prirent fin quand le premier coup de gong sonna et que le principal du collège arriva. Je souriais dans mon lit en pensant à cette rentrée-là. 3 années s'étaient déjà écoulées et je n'avais jamais payé ma dette. Je n'avais jamais participé aux brimades. J'avais au contraire protégé chaque fois les élèves de 6e. Je m'endormis sur ces souvenirs. Le lendemain matin, je me réveillai de bonne heure. Le matin était frais et le léger brouillard au ras du sol laissait prévoir une journée ensoleillée. Après avoir déjeuné, je partis chez mes 2 camarades Kula et Basier. Je passai d'abord chez Kula. Il était prêt pour aller à l'école. Il n'avait pas changé avec ses gestes toujours mesurés, la voix toujours pesée et le verre baisé. Nous fûmes très heureux de nous revoir. Nous nous rendîmes chez Basier. C'est certain que notre ami n'a pas encore fini de faire sa toilette, dis-je. Je dirais même plus. Il n'a pas encore. Je me mis à rire. Kula avait la manie d'être un grand imitateur. Il était un composé de sérieux et de gaieté. Cette complexité de son caractère faisait de lui un être original. Et quand il parlait, il employait volontiers des citations de Tintin aussi bien que celles de Hugo. Nous trouvâmes en effet Basier en train de faire sa toilette. C'était son propre d'être toujours en retard. Ce manque de ponctualité était chez Basier le seul trait de caractère qui m'exaspérait. Quand il eut fini, nous prîmes le chemin du collège en bavardant joyeusement. Nous retrouvâmes cette école que nous aimions tant. L'établissement se composait de plusieurs bâtiments dont le plus important constituait les salles de classe. Celui-là était très élégant avec ses murs peints en blanc, ses volets nouvellement vernis en jaune et son toit de tuiles grises. Derrière la bâtisse principale se trouvait la seule classe détachée, la salle des sciences naturelles près de laquelle on avait construit une petite bicoque pour les gardiens de l'établissement.
Non loin, de l'autre côté, il y avait les cuisines et le réfectoire derrière lequel se dressaient les bureaux du principal et des surveillants. Au-delà, c'était le terrain de sport. La cour du collège était sableuse et avait de belles pelouses plantées de grands manguiers feuillus et de cocotiers toujours bien taillés. Le collège souriait aux rayons dorés du soleil matinal et semblait se moquer des « bossereaux » qui frémissaient une fois de plus sous le joug des « lazes ». Partout, les élèves étaient très excités, les « lazes » se montraient impitoyables et maltraitaient même les jeunes filles. « C'est intolérable », s'écria Kula. « Défendons au moins les filles. » Et nous voilà partis, débarrassant les demoiselles des garnements qui les accablaient de grossièreté. Nous étions bien célèbres et partout notre présence imposait l'ordre. Tout à coup j'entendis des clameurs plus fortes sous un cocotier. Je me dirigeai vers cet endroit. Là, je vis une jeune fille dignement arrêtée que les « lazes » maltraitaient. Elle ne disait rien quand on lui tirait les tresses. On lui dit insensible sans la petite moue dédaigneuse qu'elle faisait à ses bourreaux. Je m'approchai et les élèves de 5e et de 4e cessèrent leur brutalité. Tranquillement je pris la main de la jeune fille et lui dis « Viens, je vais te protéger. » D'un coup brusque, elle arracha son poignet de ma main et j'eus tout juste le temps d'éviter la gifle qu'elle m'envoyait sur la joue. Cette curieuse réaction m'étonna et je me dis que cette fille-là était trop orgueilleuse. Or, le but des brimades était d'apprendre aux nouveaux élèves à respecter les anciens et surtout à contenir leur propre orgueil. Alors, je pris la résolution soudaine de faire ce que je n'avais jamais osé. Je voulus participer aux brimades en humiliant cette fille. « Pique, la vache !» dis-je d'un ton qui se voulait autoritaire. Elle ne bougea pas. « Veux-tu piquer, oui ?» criai-je. Elle était là, comme sourde. Ses yeux clairs me jetaient des dards de mépris et je me sentais ridicule. « Est-ce que tu vas piquer, espèce de vache ?» repris-je avec rage. Les élèves autour de nous s'étaient tus et observaient la scène avec intérêt. Et je me sentais humilié par la dignité de cette fille si sûre d'elle. Et comme elle ne bougeait toujours pas, je la saisis par les épaules et voulus l'obliger à s'agenouiller. Mais elle se débattait comme une furie. Ce fut sur ces entrefaites que Bazier arriva. Le principal arrive. Eh bien. Mais que fais-tu, eh ben? Je lâchai la jeune fille. Et avant de tourner les talons, je lui jetai un coup d'œil qui était un défi. J'ai rencontré son regard calme. Je crois que ce fut seulement à cet instant que j'ai remarqué sa grande beauté. Chapitre 2. On était en novembre et on avait commencé les classes. Petit à petit on oubliait les congés et on se replongeait dans les études. Qu'est-ce que le travail représentait au juste pour moi? Beaucoup. À un certain moment j'en fis même le but de mon existence. Mes parents m'avaient toujours dit que le travail, même s'il n'arrive pas à sortir l'homme de la misère, lui garantit sa dignité. Et depuis mon plus jeune âge, consciencieusement je faisais les travaux qu'on me confiait. J'avais fini par placer le travail au-dessus de tout. Je vénérais le travail peut-être simplement parce que, n'y ayant jamais vu de la servitude, j'en avais au contraire fait un jeu. Oui, travailler, je l'ai toujours considéré comme jouer avec sérieux. Je ne me suis jamais tué à la tâche en pensant à ma situation future ni pour mériter les félicitations de mes professeurs. J'ai simplement travaillé pour m'amuser et la satisfaction de savoir ma tâche impeccable suffisait à récompenser mes efforts. Ainsi m'étais-je fait remarquer au collège comme un élève sérieux et travailleur. Et chaque année, je rentrais chez moi avec un prix d'excellence que je montrais à ma mère qui disait « On ne peut donc vous récompenser avec de l'argent ?» Ces messieurs-là ne pensent jamais à la souffrance des parents. Cette année-là aussi je travaillais soigneusement. Je m'appliquais à faire mes devoirs et je lisais beaucoup. Cependant je ne négligeais pas les loisirs. Mais qu'étaient les loisirs dans une vie où le travail même était une détente? J'étais assez bon athlète et je pratiquais tous les sports appris au collège.
Et puis il y avait Monique. Cette jeune fille fréquentait un collège à Abidjan où elle suivait la classe de 4e. Chaque samedi soir, elle venait chez son père à Bassam. Alors Monique et moi, nous nous voyions. Nous pouvions jouer ensemble sans éveiller les soupçons de notre entourage. Tout le monde me prenait pour un garçon sérieux. Et nous nous voyions quand nous le voulions. En vérité, nos jeux, nos regards d'enfants heureux étaient bien innocents. Nous ne parlions jamais d'amour. Quelquefois, cependant, je remarquais que les yeux de Monique brillaient étrangement et à ces instants je ressentais une certaine gêne dont je ne compris la signification que plus tard. Monique me témoignait une grande admiration. Pour elle, j'étais un garçon extraordinaire et elle était témoin de ma force. Le moindre de mes succès était pour elle un véritable exploit. Chaque trimestre, je lui écrivais pour lui dire que j'étais encore premier de ma classe. Et ses visites qui suivaient ces lettres étaient particulières. Elle venait comme d'habitude le samedi soir. Elle attendait que nous fussions seuls tous les deux. Elle vainquait alors sa timidité et doucement posait ses lèvres tremblantes et tièdes sur ma joue. Et elle murmurait, « Je suis fière de toi. » Oh! Ce baiser simple, si chaste, je crois que je l'ai désiré plus que les prix et plus que les félicitations de mes professeurs. Quelquefois même Monique faisait le ménage pour moi. Elle balayait ma chambre, rangeait mes livres, me repassait mon linge en même temps que celui de son père. Quand elle avait fini, je lui prenais ses petites mains et je lui disais affectueusement. « Merci, ma petite femme. » J'avais toujours remarqué que cette innocente phrase mettait Monique mal à l'aise. Pourquoi donc baissais-tu tristement la tête, Monique? Pourquoi tes mains tièdes tremblaient-elles? Peut-être savais-tu déjà que je ne t'aimais pas, du moins pas autant que toi tu m'aimais. Comme moi, Monique aimait la nature, la lecture et le cinéma. Je l'emmenais donc voir un film de temps en temps et un jour il faillit nous arriver un malheur. La salle du cinéma impérial était découverte et malheureusement il s'était mis à pleuvoir. Des éclairs zigzaguaient et déchiraient l'obscurité. Soudain, un éclair plus fort que les autres illumina le ciel pendant une fraction de seconde. Aussitôt suivit un formidable grondement de tonnerre. Et puis tout devint obscur. Le film était coupé. Alors, la panique s'empara des spectateurs. Les femmes et les enfants hurlaient, les hommes furent les premiers à se ruer vers les deux sorties. Je sautai sur pied et au même moment je reçus Monique dans mes bras. Son corps grelottait d'effroi et elle s'accrochait à moi comme un naufragé à sa bouée. Je ne savais comment sortir de cette situation difficile. Déjà la foule avait obstrué les deux sorties et dedans, on se bousculait, on se marchait dessus. Il fallait sortir par n'importe quel moyen. Mais moi, avec Monique dans les bras, je n'avais qu'à attendre la mort. Et pour la première fois je pensais que je pouvais mourir à mon âge et j'eus peur. J'ai eu surtout peur de m'effacer ainsi sans avoir réalisé le plus simple de mes rêves. Je n'étais pas prêt pour la mort. Heureusement, tout se calma. On sut que le coup de tonnerre avait coïncidé avec un court-circuit mais que cela n'était pas dangereux. La salle se vida et moi, tout en marchant, j'essayais de réconforter Monique, toujours frissonnante. Je plaisantais si bien que j'arrivais à la faire sourire. J'ai eu peur, confessa-t-elle. Moi aussi, dis-je. Elle me regarda affectueusement. J'aime ta franchise, eh ben. Il y a des gens qui prétendent ne pas aimer la vie. J'aime la vie, Monique. J'en suis heureuse, eh ben. Vois-tu, quelquefois, je décèle sur ton visage quelque chose de mystérieux qui me fascine et me fait peur. J'aime la vie. Une vie dont je rêve et que j'espère réaliser. Rassure-toi, je suis un rêveur conscient. Chez moi, le rêve côtoie la réalité et corrige ses côtés négatifs. En fait, je ne rêve pas, je vois seulement la vie autrement. Comme tu es étrange, eh ben. Le cinéma, la lecture, les promenades dans la nature, c'étaient nos loisirs communs. Rarement nous dansions.
La musique, je l'aimais, mais ma timidité m'avait empêché d'apprendre à danser. Je crois que mon premier pas de danse, je le fis à un bal de fin d'année. Dieu, que j'étais raide et ridicule. Je croyais tous les yeux fixés sur moi et cela me paralysait. J'avais honte de ma gaucherie. Pourtant, Monique m'entraînait doucement. Tu sais, Monique, je ne suis pas un danseur étoile. Je n'avais pas besoin de lui dire. Elle s'en rendait bien compte, la pauvre fille, tant je lui marchais sur les pieds. Cela ne fait rien, eh ben. Tu apprendras très vite, j'en suis certaine. J'aimerais danser au sida ou au balafon, tu sais. Elle me sourit, se rapprocha de moi et je sentis le doux contact de son corps. Eh ben, tu m'emmèneras un jour au village et nous danserons le sida. N'est-ce pas? Oui. Tu verras comme je suis à l'aise au village. Là-bas, je suis dans mon élément. Je crois vraiment que je suis un petit sauvage ne pouvant être à l'aise que dans le milieu rustique qui m'a vu naître. Ce que je ressentais auprès de Monique, c'était un étonnant bien-être, une paix dans l'âme et le corps et qui m'était inexplicable. Et je sentais que Monique était de ces rares jeunes filles qui sont pour l'homme un complément, un soutien. Je m'étais souvent demandé pourquoi j'étais si bien près d'elle. Je me rendis compte alors qu'outre l'admiration qu'elle me témoignait, il y avait aussi chez Monique un côté maternel à mon égard. Quand je ressentais la moindre fatigue, le moindre malaise, cela la mettait dans un de ces états où l'on voit une mère près de son enfant malade. Dieu, elle devenait triste, mais triste. Et sa voix s'imprégnait d'une grande angoisse. Elle me gavait de comprimés médicaux, me comblait de soins et me faisait promettre n'importe quoi, de ne pas jouer au ballon, de ne pas veiller, de ne pas fournir de grands efforts. Une fois que je venais de me rétablir du paludisme, je dis à Monique. J'ai envie d'aller au cinéma ce soir, puisque nous sommes samedi. Ah. Non, eh ben, repose-toi. Tu es fatiguée, quand je suis à Abidjan, tu ne prends pas soin de toi et tu tombes malade. Dis donc, Monique, me prends-tu pour un gamin et toi te prends-tu pour maman? Elle se mordit les lèvres et instantanément les larmes coulèrent sur ses joues, je l'avais blessée alors que je voulais simplement plaisanter. J'étais confus. Au fond, cela me faisait plaisir que Monique me dorlotât. Pardon, Monique. Je ne voulais pas dire quelque chose de méchant. Tu sais, tu comptes dans ma vie autant que ma mère. Ne pleure plus. Elle tourna vers moi son visage baigné de larmes. Son œil humide brillait, ses lèvres frémissaient. Tu dis vrai, eh ben? Je m'approchai d'elle, je sortis ma pochette et me mis à essuyer ses larmes. Bien sûr que je dis vrai, Monique. Elle respira profondément et blottit sa tête contre mon épaule. Je ne pleurerai plus, me dit-elle. Je suis très sincère avec toi, Monique. Je ne peux me permettre de te mentir, puisque tu es ma petite sœur. Elle s'écarta brusquement de moi et une expression bizarre traversa son visage. Sur le champ, cette réaction ne m'a pas intriguée. Plus tard, seulement, elle m'a éclairé sur les sentiments de Monique à mon égard. Outre Monique, j'avais peu d'amis. Mon cercle d'amis était fort réduit. J'étais assez renfermée et il m'était difficile de m'habituer à quelqu'un. Au collège, je me mêlais fort peu aux discussions animées sur le football ou sur quelque autre sujet que je trouvais banal. En l'absence de Koula et de Bazier, j'étais isolée au milieu des autres élèves. Je ne m'amusais qu'avec Koula et Bazier, et puis, à l'occasion, avec Monique. Pourtant, j'aimais mon existence, j'aimais ma tranquillité. Cette tranquillité, je crois que je commençais à la perdre à partir du jour où je compris que Muriel m'intéressait. Muriel, c'était la jeune fille avec qui j'avais eu une scène ridicule le jour de la rentrée. Muriel était une très jolie fille, mais ce n'était pas seulement sa beauté qui m'impressionnait. Je crois surtout que je sentais chez elle quelque chose que j'avais rêvé chez ma Sylphide. Pourrais-je jamais dire avec certitude ce qui me plaisait en Muriel ?
Était-ce ce port à la fois fier, presque impertinent et timide, ou cette démarche sûre et élégante? Toujours est-il que j'étais irrésistiblement attiré vers elle. Pourtant, je savais Muriel coquette, légère et insouciante, et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi sa seule vue me troublait au point de me rendre stupide. Je pensais être sérieusement amoureux de Muriel. Pour moi, l'amour que l'on porte à une fille dépend de circonstances anodines. On pourrait aimer n'importe quelle fille, à condition que les circonstances s'en mêlent. Car, qu'est-ce qui nous attire? Un sourire, un simple battement de paupières, l'expression angoissée du visage, une parole, enfin un simple trait nous fixe et nous détermine. Muriel, j'avais fini par le savoir, était la fille d'un député. Elle était venue fréquenter le collège de Bassam sous la tutelle d'un oncle, homme également puissant. Tout comme moi, Muriel suivait la classe de 3e, ce qui me surprit, car le jour de la rentrée, et pendant les brimades, nous l'avions tout prise pour une élève de 6e. Nous étions dans la même classe, mais nous n'étions pratiquement pas habitués l'un à l'autre. Depuis la rentrée, je ne lui parlais pour ainsi dire pas. Et quand je m'aperçus que je l'aimais, je ne sus comment faire pour gagner son amitié. J'étais timide et la pensée de parler à Muriel me paralysait. Pourtant, auparavant, dans mes rêves, après avoir entretenu ma sylphide, je trouvais le moyen de l'aborder. Oh! Ils étaient faciles ces rendez-vous avec l'image de la femme irréelle. Dans des jardins fleuris, plantés d'arbres aux feuilles dorées, je marchais doucement enivré par l'atmosphère parfumée et le son d'une musique douce et légère. Je la trouvais toujours dans ses vêtements de gaze blanche, gracieusement assise sur un banc. Elle m'accueillait avec un sourire qui m'emplissait de bonheur. Près d'elle, je m'asseyais. Je la frôlais à peine, de peur de la faire s'envoler. Nous ne parlions jamais, nous communiquions par nos pensées et nous nous sourions langoureusement. Nous étions seuls dans notre paradis. Notre amour n'avait pas besoin de témoins. Souvent j'avais fait ce rêve. Mais maintenant je n'avais plus à rêver. J'aimais et Muriel incarnait la femme que mon imagination avait souvent créée. Il me fallait, dès lors, lui faire comprendre quelle place elle commençait à prendre dans mon cœur. Mais comment arriver à parler sérieusement à Muriel? Comment lui déclarer mon amour? Seul, je prenais des résolutions et j'essayais d'imaginer la réponse qu'elle me ferait. Je me disais qu'à coup sur cette réponse serait insolente, car d'abord ma première rencontre avec Muriel avait été incorrecte, ensuite cette fille ne me semblait pas très sérieuse au sens que je donnais à ce mot. À force d'hésiter, je finis par croire l'entreprise irréalisable. Muriel devint alors une terrible hantise pour moi. J'aimais à la regarder et je l'imaginais dans mes bras. Muriel avait un tel ascendant sur moi que je n'osais pas l'aborder. Pourtant, à un certain moment, quand je rencontrais les yeux de Muriel, je les sentais interrogateurs. Il me semblait vraiment que la jeune fille voulait que je lui parle. On aurait dit qu'elle provoquait les occasions pour que nous nous rencontrions. Malgré tout, je l'évitais. Je l'évitais, car j'étais arrivé à me demander dans quelle mesure cet amour était possible. Un autre obstacle m'apparut, le plus important peut-être. Muriel n'était pas de la même classe sociale que moi. Elle était de la bourgeoisie cossue et moi j'étais un enfant du peuple, un enfant pauvre. Comment pouvais-je envisager l'existence aux côtés d'une jeune fille qui arrivait au collège en Mercedes et dont les robes pouvaient coûter autant d'argent que ma famille en gagnait au bout d'un an? Je me demandais ce que je pourrais lui donner. Je savais que ce ne pouvait être que mon amour, uniquement. Et je doutais fort qu'elle pût se contenter de cet amour. Aimant pour la première fois, je croyais cela la plus importante chose de ma vie et je souffrais de ne pouvoir arriver à ma fin. La nuit, dans mon lit, j'imaginais tous les plans possibles pour parler à Muriel. Devant elle, je perdais tout contrôle de moi-même, je devenais stupide et j'eusse été incapable de lui déclarer mon amour si l'occasion m'en avait été offerte. Et je souffrais de cet état de choses, je souffrais de ma lâcheté. Ainsi, la réflexion fait de nous des lâches. Shakespeare a raison. C'était à force d'avoir trop réfléchi que j'en étais arrivé là.
Et tout cela se ressentait dans mon travail. Sans m'en rendre compte, j'étais devenu négligent. Ah. Oui, la vie m'avait ouvert cette voie de l'amour et des peines. Kula et Basier essayèrent de m'aider. Mon vieux, dit Kula, qu'est-ce qui se passe? Tu as complètement changé. Tu es devenu triste et tu travailles mal. Je n'arrive pas à comprendre que tu aies d'aussi mauvaises notes. Basier tournait mes feuilles d'interrogations écrites où étaient marquées des notes médiocres et les appréciations les moins flatteuses. Mathématiques, 4 sur 20. Vous ne faites plus rien en classe. Oh! Dis-je, je n'ai jamais aimé les mathématiques. Ce n'est pas tout, dit Basier, en prenant une autre feuille. Orthographe, 2 sur 20. Élève qui depuis un certain temps ne fait pas assez attention. Tu as toujours été le premier en orthographe, intervint Kula. Alors, qu'est-ce qui te tourmente? Nous savons que tu as des soucis. Confie-toi, voyons. Je les regardai et j'eus honte de leur confier mon secret. J'aime une fille, finis-je par dire tranquillement. Tranquillement. Ah. Et cela t'empêche de travailler? Il y avait dans la voix de Basier comme du reproche où se mêlait un peu d'ironie. On meurt même d'amour, tu sais, dis-je amer. Ce sont des idées que tu as encore prises dans tes interminables lectures. Les livres, c'est toujours la même histoire, un garçon qui aime une fille et patati et patata. Ça sert seulement à aiguiser la sensibilité et à faire souffrir. C'est pourquoi je ne lis jamais, termina Basier. Non, vous ne pouvez pas comprendre. Je l'aime comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Je voudrais la prendre dans mes bras et sentir la tiédeur de son corps au contact du mien. Oh! J'ai envie de lui dire des choses qu'on ne lui a jamais dites. Mais quand je pense que jamais cela ne se réalisera, je ne peux plus travailler. Je ne peux être que malheureux. Tu es stupide, voyons. Quel mal y a-t-il à aimer? Dit Basier. Tu l'aimes, prends-la. Vois-tu, nous ne sommes plus au temps où on envoyait des billets doux à la bien-aimée. Il faut un peu de cran, voilà tout. Aborde-la carrément et dis-lui ton amour. J'admirais ce point du caractère de Basier. Il savait ce qu'il voulait et c'était un garçon extrêmement tenace. Il était sans doute le plus mûr de nous trois. Il semblait être en rapport direct avec la vie et ses problèmes. Ce n'est pas si facile, dis-je en réponse à Basier. Sais-tu, repartit Kula, que tu es décevant quelquefois. Il faut que tu saches que la réalité est bien différente du rêve. Et être homme, c'est arriver à résoudre ces problèmes ou tout au moins les affronter courageusement. Au fait, quelle est cette divine personne qui hante ton esprit jour et nuit? Muriel. J'ai suspecté chez mes amis un air d'étonnement et de déception. Eux aussi connaissaient Muriel. Ils connaissaient sa désinvolture, son insolence vis-à-vis des garçons, ses grands airs de fille aux parents aisés. Kula prit sa voix de philosophe. Je crois sincèrement que cette fille n'est pas faite pour des garçons comme nous. J'ai bien écouté mes amis, surtout la dernière tirade de Kula. Mais j'étais persuadé que rien ne pouvait me faire oublier Muriel. Cependant, avec l'aide de mes amis, je me remis au travail. Je compris que dans ma pénible situation, le travail pouvait être une consolation. Alors, les professeurs reconnurent le rébinteau des années précédentes. La vie redevint à peu près comme autrefois. Le samedi soir, quand Monique n'était pas là, j'allais me promener en compagnie de Basier et de Kula. Quelquefois, nous empruntions des vélos et faisions d'assez longues promenades. Ce fut ainsi que Kula et moi connûmes le village d'Azuretti. Ce soir-là, Basier était absent. J'avais réussi à avoir une vieille bicyclette et j'avais remorqué Kula. Le soir avait des couleurs éclatantes, la brise venant de la mer était douce et caressante. Nous roulions lentement quand derrière moi Kula s'écria soudain.
Arrête ton vieux taco. Pourquoi donc? J'ai vu un billet de 100 francs. Tu as roulé dessus sans le voir. Quelle chance! M'exclamai-je. Mais j'ai un oncle qui affirme que c'est mauvais de ramasser de l'argent, car on en perd toujours plus qu'on en a ramassé. Tais-toi, oiseau de mauvais augure. Dis donc, nous pourrons nous offrir 2 billets de cinéma ce soir. C'est ce que je me disais, moi aussi. Nous descendîmes de la bicyclette juste après avoir dépassé le cimetière d'Azuretti. Nous la déposâmes dans une baraque et marchâmes sur la plage. Nous nous amusions à poursuivre les petits crabes que les vagues rejetaient sur le sable. Un moment, Kula s'aventura trop loin et la vague le surprit quand elle déferla. Et il fut copieusement mouillé aux jambes. Je sécherai rapidement, se consola-t-il. Pourtant, nous avons continué notre promenade. Toi, accent grave coup, j'entendis Kula jurer derrière moi. Et comme je lui demandais ce qui se passait. J'ai égaré la clé de ma porte, répondit-il. Je vais être obligé d'acheter une nouvelle serrure. Ce sont les 100 francs ramassés, dis-je. Tais-toi, superstitieux. Superstitieux, non, mais noir. Je crois fermement à notre passé, nos coutumes. Vois-tu, ici en ville, je crois être enfermé dans un monde qui n'est pas le mien. Je veux vivre comme quand j'étais petit. Je veux courir, pieds et torse nus, comme un petit animal, par les sentes caillouteuses, sans me soucier de cette tourbillonnante vie de civilisation. Réveille-toi, eh ben. Ne rêve pas, vis. Comment vivre quand l'existence ne répond pas à mon idéal? Au fur et à mesure que je grandis, je trouve les choses toutes différentes de ce que j'avais cru. On a presque réussi à me convaincre que j'ai pris la vie trop au sérieux et qu'il ne le fallait pas. On a peut-être raison. Je me fais des soucis pour des choses qui émeuvent si peu de gens. Par exemple, comment concevoir que la nature profonde du nègre n'est plus qu'une illusion à laquelle ne croient guère que quelques romantiques? Je sais, l'heure n'est plus loin où je vais renier ma nature non par volonté mais parce que la civilisation des Blancs me l'aura fait oublier. Vouloir conserver sa négritude, j'entends par là, le propre du nègre, c'est-à-dire sa manière particulière de vivre, d'être, est pratiquement impossible. Il faut donc prendre la vie actuelle comme elle est, essayer de suivre son rythme. C'est là qu'interviennent les problèmes, car il faut surtout savoir s'adapter à la vie que la civilisation nous impose. Et mon cas est dramatique, parce que ma nature ne me permet pas de m'adapter à la vie que propose mon temps, alors que déjà, malgré moi, la tradition m'échappe. Eh ben, il faut guérir. Si ma maladie est incurable, elle est curable. Cela sera grâce à l'effort que tu auras fait pour te conformer à notre condition d'être. J'ai peur de cette vie de vertige. Je crois qu'elle m'engloutira dès que j'y aurai mis les pieds. Il te suffira d'agir comme tout le monde, braver la vie, connaître non seulement la douceur, la tolérance, la pitié, la justice, mais aussi la violence, l'orgueil, la méchanceté et même l'injustice. À notre époque, l'on confond l'humilité et le respect avec la peur. Et j'arrive à penser que celui qui n'est pas capable de haïr autant qu'il peut aimer n'est pas un homme. Peut-être as-tu raison, répondis-je tristement. Mais vois-tu, j'avais espéré tout le contraire pour le monde. Tout en bavardant, nous avions continué notre promenade et étions arrivés à Azuretti. C'était un tout petit village avec de vieilles paillotes en bambou, quelques murs lézardés de cases en briques. Azuretti m'est apparu comme un village mort, bercé dans sa léthargie cadavérique par le bruit puissant des vagues qui annonçait la barre et qui était un étrange air mélancolique. Cet air puissant et viol, mélancolique par son refrain continuel, je l'avais longtemps écouté et j'en étais comme étourdi. Plus tard, comme la nuit tombait, nous retournâmes à Bassam. Un trimestre était passé, je n'avais pas oublié Muriel et j'avais noyé mon chagrin dans les études. Je fus néanmoins classé 3e de ma classe. C'était presque un désastre. Monique me consola, je suis certaine qu'au trimestre prochain tu seras premier, dit-elle.
Avant de partir en vacances de Noël, il fallait élire le bureau d'autodiscipline du collège. Les élections eurent lieu dans une salle de classe, un soir, vers 18h. Je ne suivais pas le déroulement de ces élections, et pour cause, le sort avait voulu que je me retrouve assis auprès de Muriel. Elle-même s'était mise à côté de moi. L'avait-elle fait délibérément? Je n'osais pas le croire. En tout cas, de temps en temps elle me jetait un coup d'œil comme pour m'encourager à dire ce que mes yeux ne pouvaient taire. Oh! Non, je n'ai pas su résister à ce regard à la fois candide et malicieux. Quelle force alors a enhardi mon cœur et a guidé ma main? Je ne saurais le dire. Toujours est-il que je pris une feuille de papier et écrivis « Je voudrais te parler après la réunion ». Elle prit le billet, le parcourut et me sourit imperceptiblement. Mon cœur fit un bond étrange. La réunion se termina à 19h. Tout le monde était pressé de rentrer, si bien que Muriel et moi pûmes être libres de nous entretenir. Quand je vis la jeune fille avec moi, je fus plongé dans l'embarras. Je ne savais pas par où il fallait commencer. Mon cœur battait très fort et je faisais un grand effort pour garder un air naturel. Il y eut un court instant de silence. Elle demeurait là, son cartable dans ses mains, les yeux légèrement baissés vers le sol. « Muriel, commençai-je. » Le reste de la phrase s'étrangla dans ma gorge sèche. « Tu me pardonnes de t'avoir brutalisé le jour de la rentrée ? » Puis-je dire enfin. « Oui, je t'avais déjà pardonné. Depuis ce jour, j'ai beaucoup pensé à toi et j'ai voulu te dire. » Non, je ne pouvais plus continuer. Elle me fixait de ses yeux interrogateurs et ses lèvres qui frémissaient imperceptiblement m'encourageaient à parler. Mais mon cœur battait à se rompre et la crainte de paraître ridicule devant Muriel m'empêchait de déclamer le beau discours que j'avais maintes fois récité tout seul. « Je suis déjà ton amie, et bientôt, me dit-elle doucement, comme pour me venir en aide. Je tournai vers elle un regard de reconnaissance que je ne saurais peindre. Juste à cet instant, une grosse Mercedes vint s'arrêter sous les cocotiers. « Ah !» me dit Muriel, « c'est mon oncle qui m'envoie chercher. » Elle était embarrassée à son tour. Elle ne savait s'il fallait m'inviter à monter avec elle en voiture ou simplement me dire au revoir. Je l'aidai. « Bon, nous sommes amis Muriel. » Le gardien Gaston m'a demandé de lui écrire une lettre. Je m'en vais dans sa piaule. Je te souhaite de passer une bonne nuit. Elle prit la main que je lui tendais. Bonne nuit, et bientôt. Elle partit. La Mercedes démarra dans la nuit. Et brusquement je me jetai sur un banc. Je sus que Muriel, malgré elle, ne pourrait jamais me témoigner un profond amour. Cette fille que j'aimais tant aurait toujours honte de moi dans sa société. Mes hésitations à aborder la jeune fille m'étaient apparues comme un complexe ridicule, elles m'apparurent comme une prudence bien fondée. Je me demandais ce que je pourrais offrir à Muriel. Jamais je ne pourrais même lui faire mener le genre de vie qu'elle menait chez ses parents. Est-il des femmes qui sachent se contenter uniquement de l'amour, de la compréhension et de l'esprit de ceux qui les aiment ? J'en avais rêvé, mais je craignais que Muriel ne fût pas de celle-là. Aucune femme n'est capable de cela. Monique, cependant. Monique, je cherchais maintenant à l'éviter le plus possible. Je voulais lui épargner les désillusions. Avait-elle remarqué mon changement ? Elle n'en laissait rien paraître. Toujours affectueuse, elle continuait à faire de moi une idole et obéissait avec joie à mon moindre désir. Cependant, je la sentais souvent soucieuse et j'essayais alors de ramener le sourire sur ses lèvres. Et tout en disant quelque chose pour consoler Monique, je pensais à Muriel. Chapitre 3. Notre amitié était née aussi simplement que les circonstances le permettent, peut-être parce que, en dépit de nos différences d'âge et de race, il y avait beaucoup de similitudes dans nos idées. Il était un jeune professeur blanc, tout juste sorti de l'université et expédié en Afrique.
Je le regardais souvent et reconnaissais en lui une âme sœur. Monsieur L. était très jeune et son visage avait une expression presque puérile et timide, mais sérieuse. Il faisait toujours sérieusement son travail et on eût dit que c'était le seul lien qui le mettait à notre contact. Après son cours, il sortait silencieusement. Il se mêlait même rarement aux causeries des autres professeurs durant les récréations. Tout comme moi, il était un isolé. Je ressentais je ne sais quelle attirance vers lui. Avait-il senti cela dans mon regard? Était-il aussi attiré par l'ambiguïté de ma conduite qui me distinguait des autres élèves? Toujours est-il qu'un soir il m'appela après son cours. Tu passeras de temps à autre chez moi et nous bavarderons un peu. Tu veux bien? Oui, cela me fera un grand plaisir. Ainsi était venue notre amitié. Je me rappellerai toujours ma première visite chez Monsieur L. Je l'avais trouvé en train de lire un livre de Steinbeck, je crois. Il me fit asseoir et nous causâmes amicalement. Je ne me souviens plus de ce dont nous avons parlé, mais je me rappelle que ce qui me frappa le plus chez mon professeur, ce fut sa grande simplicité. Il me parla comme on parle à un égal. Quant à moi, ma timidité m'empêchait d'être tout fait à l'aise. Cependant, quand je ressortis de chez Monsieur L, j'étais enchantée. D'autres visites suivirent la première. Je trouvais presque toujours mon professeur en train de lire. Il faut beaucoup lire, disait Monsieur L, mais il ne faut pas vivre dans les livres. Tiens, voilà une belle phrase de Gide sur la manière de prendre ce que dit un auteur. Jette mon livre, dis-toi bien que ce n'est là qu'une des 1000 postures en face de la vie, choisis la tienne. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par cela? Je crois qu'il a voulu dire que le lecteur doit éviter une certaine aliénation. Au lieu d'accepter la solution que propose l'auteur, il doit chercher la sienne propre. Puis nous parlions d'autre chose. Il me demandait de parler de moi. Et je parlais de mon enfance au village, de ses joies puériles et simples de Petit Noir. Le blanc m'écoutait attentivement et moi je faisais part de mes goûts qui étaient tous tournés vers le passé. Tu es conservateur, et bento. Traditionnaliste. J'envisageais avec lucidité mon avenir. Il n'était pas trop ambitieux. Il était à la mesure de mes possibilités. Mais, ce qui étonnait mes amis, c'était ma soif d'idéal. Convaincu de la médiocrité de la vie, j'essayais de m'accrocher au vain espoir qu'un jour tous les hommes seraient bons et que tout le monde serait bien. Tu ne cesseras jamais de m'étonner, disait Monsieur L. J'étais peut-être fait pour étonner les autres sans même m'en rendre compte. Mais fais attention, continuait mon professeur. La vie réelle ne peut pas être comme tu veux qu'elle soit. C'est très bien de vouloir toucher à l'idéal, mais puisque cet idéal n'existe pas, est-ce donc vrai qu'il n'y a pas d'homme parfait? Ce n'est pas pour te troubler, mais il me semble que l'homme ne peut acquérir la perfection qu'avec la nature. Or, la nature elle-même ne révèle aucune harmonie de perfection. Pourtant, dans les contes... Ah! Tu sais les contes? Bien sûr, je suis noir. Alors, le jeune blanc m'invitait à dire les contes. Et tout en parlant, je songeais au village au passé en agonie. Les contes se disent rarement dans les villages de nos jours. Même les enfants préfèrent écouter la radio, le tourne-disque. Ah! Fini les danses au clair de lune, les veillées autour du feu. Pauvre Afrique! Je parlais comme pour moi-même et mon ami compatissait à ma peine. Je comprends tes sentiments et j'imagine le drame psychologique de la jeune génération noire. Maintenant, je peux vous comprendre, car moi qui ai changé de pays, j'ai ressenti au début un dépaysement angoissant. Vous n'avez pas changé de pays, mais on veut vous faire changer d'âme. C'est le crime de la civilisation blanche. C'est un mal, un espoir, un bien. Je ne comprends pas. C'est un mal parce que vous souffrez beaucoup, un espoir parce que vous guérissez, un bien parce que vous ne pouvez pas suivre cette vie si vous refusez notre civilisation et ses bienfaits. En paraphrasant Rousseau dans le contrat social et en remplaçant homme par noir, je dirais,
je suppose les haies noires, parvenus à ce point où les obstacles qui nuisent à leur conservation dans l'état de nature l'emportent par leur résistance sur les forces que chaque individu peut employer pour se maintenir dans cet état. Alors cet état primitif ne peut plus subsister, et les haies noires périraient s'ils ne changeaient leur manière d'être. Sans hypocrisie, je pense que par-delà le mal, la colonisation a été un bien. Seules les méthodes ont été mauvaises. Oui, avait-on vraiment besoin de vouloir tuer notre culture, de la nier? Heureusement que le mouvement de la négritude est né. Connais-tu les poètes de la négritude? Très peu. Je sais seulement qu'ils ont eu le courage de dire à l'Europe que les nègres n'étaient un peuple enfant, et qu'ils avaient une culture. Mais là n'est plus la question. Pour moi, ce qui est important, c'est l'adoption de la civilisation européenne en l'adaptant à nos réalités propres. Je veux qu'on respecte notre tradition non seulement dans les salles de conférences et dans les livres, mais dans la réalité pratique. Cela est une mission de la jeunesse noire, car sans notre tradition, l'Afrique ne sera pas l'Afrique, l'homme noir ne sera plus qu'un bâtard aux nombreuses tendances culturelles et civilisatrices, un métis qui fatalement aura oublié sa première manière d'être. Moi aussi, dit Monsieur L, je souhaite le respect de la tradition pour la survie de l'Afrique. Ainsi se passaient les visites que je rendais à Monsieur L. Cependant l'année scolaire s'écoulait. C'étaient les vacances de Pâques. Il restait 2 mois avant le brevet élémentaire. Je restais donc à Bassam pour me mettre à jour et travailler mes mathématiques qui, en vérité, étaient minables. Tous mes amis étaient rentrés chez eux et la ville me paraissait vide et triste. Pourtant, je n'arrivais pas à travailler et je m'ennuyais. Le jour, étendu à l'ombre du gros manguier qui se dressait au milieu de la cour, je lisais délicieusement. La nuit, je flânais sans but dans les rues animées ou bien j'allais au cinéma avec Monique. Naturellement, Monique était venue passer ses congés à Bassam auprès de son père. Dès qu'elle était libre, elle venait me trouver où que je fusse. Sa présence à côté de moi me consolait de mon ennui. J'étais toujours content de l'avoir avec moi. Quant à son père, il ne voyait aucun inconvénient à ce que sa fille me fréquentât. Et ce fut peut-être cette grande liberté que nous avions à être ensemble qui fut le début de notre drame. Une nuit, je m'étais mis à lire dans mon lit et avais fini par m'endormir sans fermer ma porte. Brusquement je sentis une tape légère sur l'épaule. Eh ben, lève-toi. Il se fait tard. Je reconnus la voix de Monique. Péniblement, je me mis sur mon séant. Tout était calme. La ville était endormie. Il est minuit, me précisa Monique. Je reviens du cinéma, expliqua-t-elle. Tu étais fatigué et je n'ai pas voulu te déranger. J'y suis allée seule. Je rentre comme ça et j'ai vu ta porte ouverte. Je t'ai réveillée pour que tu la fermes. Je ne disais rien. Je regardais Monique, fixement. Elle était troublée par mon regard fixe et ardent. Quelle idée de dormir la porte ouverte. Tu n'as pas peur des voleurs? Elle n'eut aucune réponse. J'étais trop absorbée par la contemplation de la jeune fille pour prêter l'oreille à ce qu'elle me disait. J'admirais Monique dans sa robe de toile blanche et légère qui épousait son corps. Ce soir-là, j'ai trouvé mon amie belle et désirable. Oh, Monique, j'avais eu envie de toi. Il avait suffi que je te dise, viens, et tu étais venue dans mes bras. Simplement, tu t'étais donné à moi et pendant que je jouissais de toi, aucune idée de mon crime ne m'avait effleuré l'esprit. Tu reposais avec confiance, la tête contre mon épaule et tu me souriais en entendant les battements de mon cœur. Nous avions mêlé nos caresses langoureuses et nous avions vécu une nuit de bonheur profond. Monique, tu m'avais demandé, tu m'aimes? Cette question, je l'avais saisie avec tout l'amour dont elle était empreinte. Pourtant je ne t'avais pas répondu. Je savais aussi combien mon silence devait être pesant pour toi, mais je ne pouvais pas te mentir, Monique. Je n'avais pas non plus le courage de te dire que je t'avais aimé pour une nuit, enfin que je t'avais simplement désiré. Nuit silencieuse, nuit du péché,
Je ne pourrai jamais t'oublier, ni oublier le plaisir que tu m'as procuré, ni les souffrances qui en ont résulté. Quand je me réveillai le lendemain, je trouvai la place où Monique s'était couchée vide et froide. Je me levai et sortis. La jeune fille était en train de balayer la cour. Elle ne m'accorda pas un regard. Elle avait les yeux baissés. Je regardais le ciel, le soleil qui se levait était très pâle. Et je ne sais pourquoi j'eus le pressentiment que ce soleil d'une pâleur mortelle allait dès lors éclairer ma destinée, ma vie. Cette vie, c'était un terrible engrenage que je ne soupçonnais que quand je revis Muriel à la fin des vacances de Pâques. Cependant les classes reprirent. Monique regagna son établissement à Abidjan et je fus libre de faire ma cour à Muriel. Des circonstances vinrent qui me permirent de la voir plus intimement. C'étaient les préparatifs de la fête de fin d'année qui faisaient, avec la préparation du B.E.PC, notre occupation essentielle. Pour cette fête, nous montions des pièces de théâtre et nous venions à l'école faire les répétitions chaque jeudi après-midi. À cette occasion, les jeunes gens s'endimanchaient pour séduire les filles qui, elles, se montraient coquettes pour attirer le regard des garçons. Je ne participais pas à cette compétition de séduction. J'aimais Muriel. Ah! Cette fille, j'avais compris tantôt qu'elle n'était pas aussi frivole qu'elle le paraissait. Elle était cultivée, sincère, mais légère. Son caractère était un composé de contrastes qui tour à tour me charmait et me mettait en colère. Elle avait dit qu'elle était mon amie, moi, je l'aimais et je voulus passer du stade de l'amitié à celui de l'amour. Elle s'en rendit compte et me dit de ne pas confondre les deux choses. Elle me cita Hugo. L'amitié, c'est être frère et sœur, deux âmes qui se touchent sans se confondre, les deux doigts de la main. L'amour, c'est être deux et n'être qu'un. Un homme et une femme qui se fondent en un ange. C'est le ciel. Elle voulait qu'elle et moi, nous nous en tenions à l'amitié. Mais moi, je l'aimais d'amour et je souffrais. Souvent j'étais avec Muriel toujours prêt à lui déclarer ma passion. Mais un geste, un simple coup d'œil de Muriel m'imposait un silence dans lequel je ne pouvais plus vivre. Pourquoi cette jeune fille me tolérait elle si elle ne m'aimait pas? Était-ce pour ne pas me blesser ou pour flatter son amour-propre? En tout cas je ne me sentais pas l'âme de ces amoureux de l'époque précieuse en France et qui faisaient la cour à une femme pendant 20 ans avant d'avoir une réponse. Il fallait que quelque chose se passât, une explication, une brouille, un drame, entre Muriel et moi. L'occasion se présenta un jeudi après-midi. Nous étions à la répétition et j'étais sur scène. Néanmoins je vis sortir Muriel de la salle. Quand j'eus fini de jouer, je cherchais en vain la jeune fille. Elle n'était même pas dans la cour du collège. Possédé d'une sorte d'angoisse et de rage, je me dirigeai instinctivement vers une petite mare qui se trouvait derrière le collège. Là, les bambous de Chine entouraient une belle plateforme tout près de l'étang. De l'eau calme couverte de nénuphars, surgissaient des palétuviers et des fougères. J'avançais sans précaution. Toi Alexandravkou, je m'arrêtai, on parlait. Je m'approchai et je regardai attentivement. Et je vis Muriel avec Azari, le fils d'un médecin. Je n'entendais pas ce qu'ils se disaient mais ils semblaient s'entendre très bien. Muriel souriait à Azari. Les yeux de la jeune fille avaient ce même éclat que ceux de Monique quand elle me parlait. J'étais là, comme étourdi par la vue de ces deux jeunes gens parfaitement heureux à mes dépens. J'avais donc eu raison de penser que Muriel n'était pas une fille pour moi. Bien sûr, elle ne pouvait aimer qu'un garçon de sa condition sociale. Pourtant devais-je capituler, rester sur ma défaite et perdre Muriel? Ne pas lutter? Mais comment lutter? L'amour ne demande ni la force physique ni l'intelligence. Il y a pour certaines gens médiocres l'intérêt. Il y a aussi quelquefois la logique sociale. Elle n'est d'ailleurs que le plus bas degré de l'intérêt. Mais l'essentiel, c'est l'attirance, l'élan du cœur. Tout le reste y aide. Mon cœur battait à se rompre dans ma poitrine.
Une rage folle semblait brûler mes veines et je surgis de derrière les bambous. Azari et Muriel, surpris, me regardèrent, bouche bée, pendant un court instant. Et puis Azari retrouva son attitude fière et dédaigneuse. La plèbe est en branle-bas, dit-il à Muriel qui était très sérieuse. Qu'est-ce qui se passe, Ebinto ? Me demanda-t-elle d'une voix légèrement tremblante. Je suis venue te chercher. Oh ! Là, ricana Azari. C'est la révolte du prolétariat. Une colère sourde grondait en moi. J'avais une folle envie de casser la figure à ce petit yéyé. Mais j'ai toujours détesté la violence. À grand-peine, je me maîtrisais et je parlais posément. Vois-tu, Azari, je ne déteste personne parce qu'il est riche et je ne tolère pas qu'on me méprise parce que je suis pauvre. Mais je te mets en garde dès maintenant, je ne veux pas que tu tournes autour de Muriel. La jeune fille essaya de s'interposer entre nous. Je t'en supplie, Ebinto, calme-toi. Si jamais, continuai-je à l'intention d'Azari, si jamais je te surprends à parler à Muriel, je te casse la figure. Muriel n'est pas faite pour toi. Ce fut juste après ces paroles que j'entendis la voix de la jeune fille. Elle était rauque de colère. Je suis donc à toi ? Crois-tu que je sois ta propriété privée ? Je pense être libre de choisir mes amis. Je n'osais pas me retourner pour affronter l'expression du visage de Muriel. Quant à Azari, sans rien dire, il partit de son pas de dandy. Plus tard, quand je me retournai, je me rendis compte que Muriel aussi était partie. Je rentrai à la maison, le cœur serré, l'esprit agité. J'avais un problème d'algèbre pour le lendemain mais je ne pouvais pas travailler. J'éprouvais le besoin de marcher. Je me mis à flâner dans la ville, n'ayant conscience que de ma souffrance, de mon malheur. J'avais emprunté la rue Moquet et était arrivé au carrefour avec la nouvelle rue que la société Vianini venait de construire. Soudain, je m'entendis appeler par derrière. Nonchalamment je fis face à la personne qui m'avait interpellé et je reconnus Muriel. Il y eut un court instant de gêne mais la jeune fille reprit vite son assurance et se mit à parler doucement. Ebinto, je regrette sincèrement ce qui est arrivé ce soir. J'en suis vraiment navrée. Cela a été de ma faute, dis-je. Non, reprit Muriel, j'ai compris ce que tu as éprouvé en me voyant avec ce garçon. Et je regrette de t'avoir dit des choses méchantes. Pardonne-moi. Ai-je vraiment quelque chose à te pardonner ? N'est-ce pas moi qui, poussé par ma ridicule jalousie, ai provoqué cette scène regrettable ? Peut-être, mais je comprends ton geste. À ta place, j'aurais agi comme tu l'as fait. On est sublime quand on a le courage de lutter loyalement pour ce qu'on aime. Elle était toute proche de moi. Muriel, je t'aime. Le comprends-tu assez ? Elle parla très faiblement. Je t'ai donné mon amitié. Ne penses-tu pas que c'est mieux ? Car il y a dans l'amitié, la vraie amitié, une confiance réciproque qui grandit. Or, l'amour c'est merveilleux mais c'est si fragile et ça se désintègre si vite. Elle ne me laissa pas le temps de donner mon avis. Elle s'éleva légèrement sur ses pieds et me posa un baiser sur la joue puis me dit avant de s'éloigner. Les examens approchent. Il faut beaucoup travailler pour réussir. Alors ne passe pas ton temps à rêver. Elle partit et je restai là à la regarder pensant que c'était là une étrange jeune fille. Cependant le BEPC approchait et je me mis ardemment au travail. Basier, Kula et moi préparions ensemble notre examen. Nos samedis après-midi, nos dimanches, nous les passions dans les champs de manioc qui s'étendaient derrière le collège. Là, assis dans l'ombre d'un manguier, nous étudions sérieusement. Chacun expliquait ce qu'il comprenait mieux que les autres. Basier adorait les mathématiques et ne faisait qu'en parler. Moi, j'avais horreur de ces hiéroglyphes.
Par contre j'étais bon partout ailleurs et malgré mes 7 en mathématiques affectées du coefficient 4, ma moyenne était toujours supérieure à 14 sur 20. Donc je faisais les cours de grammaire en rappelant les principales règles. Kula était le spécialiste des langues vivantes, anglais, espagnol. Il avait un livre intitulé « Les épines du thème anglais » et il s'était mis en tête de nous faire éviter ces épines. La nuit, nous travaillions séparément puisque nous n'avions pas d'internat. Je dormais très tôt. Vers les 3 heures du matin, mon réveil sonnait. Je me levais, me douchais puis commençais à réviser mes leçons. À cette heure-là, la ville était tranquille et silencieuse. Seulement, dans le lointain, on percevait le bruit sourd des vagues qui se brisaient sur la grève. Et j'apprenais et retenais avec une facilité étonnante des théorèmes de géométrie et d'algèbre, les leçons de zoologie qui me passionnaient malgré les mots bizarres comme système orthosympathique, parasympathique. Quelquefois aussi j'apprenais à faire les cartes de géographie ou les croquis de sciences naturelles. En fait j'étais bien organisée et je travaillais les matières les plus difficiles selon que j'avais l'esprit bien dispo, les plus faciles selon que je me sentais lasse. Tous mes camarades des classes de 3e étudiaient sans doute avec la même ardeur mais souvent les méthodes différaient. Aussi certains élèves travaillaient jusqu'à minuit, d'autres, par groupe, travaillaient toute la nuit dans des classes que le directeur de l'école primaire de Congo avait mises à leur disposition. Chez tous, on sentait la volonté de réussir. Le moment n'était plus où il fallait aller au cinéma ou animer les discussions à propos du football. Chaque soir, M le principal, homme rigoureusement méthodique et travailleur, convoquait les représentants des élèves de 3e pour leur dire que le collège de Bassam produisait le plus haut pourcentage d'admis au BEPC, et qu'il entendait que la coutume fût respectée. Et le temps s'écoulait redoutablement. Brusquement, nous fûmes au matin du 15 juin, date de l'examen. Je ne fus pas surpris. Le brevet ne m'impressionnait pas outre mesure. Puisque d'autres y réussissaient, pourquoi pas moi? Il fallait réussir à tout prix pour gagner 4 années de travail. J'avais l'esprit frais et je pris mon petit déjeuner comme de coutume sans la moindre émotion. Monsieur L. m'avait dit, surtout pars avec la conviction que tu es au niveau de l'épreuve. De toute manière tu es un brillant élève et ton admission ne fait pas de doute. Et mon cœur ne battait pas ce matin-là. Mon esprit était lucide. 7h30. Nous entrâmes en classe. J'étais dans ma propre salle de classe et il me semblait que je suivais un cours normal. Seulement le lourd silence qui régnait et les nouveaux élèves que je ne connaissais pas me rappelaient que la première épreuve de l'examen allait être distribuée. Elle fut distribuée. C'était la rédaction. Je traitai le sujet avec calme. Puis ce fut la dictée. Le soir nous eûmes à traiter le sujet d'anglais. À l'issue de la première journée, j'étais content de mon travail. Il me suffisait de rattraper un 7 en mathématiques pour être sûr de ma réussite. Le lendemain, ce furent les mathématiques. Franchement, je les redoutais. Mes mains tremblaient quand je pris le sujet que l'examinateur me tendait. Rapidement je parcourus le problème de géométrie. Il me sembla facile et je me mis à construire la figure. Mais je ne pus l'achever. Il s'agissait de géométrie dans l'espace et je n'étais pas particulièrement doué dans cette histoire-là. Je ne pus donc commencer la démonstration. Je passai à l'algèbre. Il y avait 3 fonctions indépendantes les unes des autres à résoudre. Je commençai la première mais je ne pus l'achever. J'avais oublié la méthode de travail. Je m'attaquai à la seconde fonction, après avoir jonglé avec les chiffres, je me vis une fois de plus arrêté par mon ignorance. Ma tête s'échauffait. Mes mains tremblaient de plus en plus et volontairement je fis une fausse figure puis me mis à démontrer. Évidemment, avec une fausse figure je ne pus aller loin. Alors, j'abandonnai ma feuille de géométrie gommée partout, tachée, déchirée même en certains endroits, et je revins à l'algèbre. Je jetai un coup d'œil à ma montre. Il ne restait plus que 5 minutes. Je pris conscience de la délicatesse de ma situation.
Je pensais à tricher. L'élève qui était tout juste devant moi était un camarade de classe, très bon en mathématiques. Il pouvait me passer l'une de ses feuilles puisqu'il avait fini. Tricher? Était-ce possible de tricher avec la vie? Peut-être. Mais ceux qui trichent dans la vie ne savent pas où ils vont. Moi, je croyais savoir où j'allais. Je refermais mes stylos, rangeais mes feuilles sales, et l'âme en peine, j'attendis le coup de gong, le coup de grâce. Les épreuves du BEPC prirent fin. Et ce fut la période la plus pénible, l'attente des résultats. Je ne pouvais pas me défaire de l'idée que j'allais avoir un 0 en mathématiques. Je passais mes journées à me donner des notes imaginaires en faisant toutes sortes de suppositions. Je réduisais mes notes au maximum mais j'arrivais à avoir ma moyenne où il ne manquait que 2 ou 3 points pour que je l'aie. Mais ce qui m'inquiétait le plus, c'était que le 0 en mathématiques pût être une note éliminatoire. Et puis il commença à me venir de terribles appréhensions. Il me semblait avoir fait des bêtises en orthographe, par exemple avoir écrit le mot chevaux avec un « une », comme dans « écheveau ». Désormais, l'échec était plus certain que le succès. Pourtant j'essayais de m'accrocher aux vaines aspérités de l'espérance. Les jours s'écoulaient lentement. J'avais déjà dit à Kula et Basier que j'y avais fait échec, mais ils ne voulaient pas me croire. J'avais également fait part de mes craintes à ML. J'ai très mal travaillé en mathématiques et malgré mes efforts partout ailleurs, je risque d'échouer. Tout de même, et bientôt, si tu échoues, qui réussira alors? Ces quelques paroles m'attristèrent. C'est ainsi que tout le monde pensait. Chacun de mes professeurs avait mis sa confiance en moi et j'allais les décevoir tous. Échouer? Je le supporterais très mal. Voyons, et bientôt, me gronda ML, tu as toutes les chances de réussir. Et d'ailleurs on ne perd rien à redoubler une classe. Redoubler une classe? Vous ne comprenez donc pas qu'il faut que je finisse vite mes études pour pouvoir travailler et soutenir ma mère, mes petits frères? Je comprends. Ma mère est vieille et je ne veux pas qu'elle meure sans avoir rien eu de moi. Si elle me le demandait, je sortirais tout de suite de l'école. Et après? Après la mort de ta mère, ne regretteras-tu jamais d'avoir limité ta vie alors que tu aurais pu l'agrandir? Pour nous, Noirs, grandir sa vie, c'est servir ses parents. C'est une conception idéaliste très louable qui avait sa raison d'être tant que survécurent le système de la famille traditionnelle et la structure politico-économique de l'ancienne Afrique. Mais les temps ont changé. Inévitablement, la famille africaine se transforme, en suivant le modèle de la famille européenne moderne. As-tu seulement pensé à ta vie future, à ta femme, tes enfants? Enfin, je pense que tu devrais continuer tes études quoi qu'il arrive. Le jour vint où nous devions recevoir les résultats. Le principal avait promis de nous les transmettre d'Abidjan par téléphone dès qu'il les aurait. Alors, nous, les élèves de 3e, attendions impatiemment le coup de fil libérateur devant le bureau du surveillant général. Les heures s'égrenaient lentement. Visiblement, chacun de nous souffrait et cela se voyait à nos visages défaits traversés par cette expression d'angoisse qui trahit la faiblesse humaine. Soudain le téléphone sonna. MC, le surveillant général, le décrocha et fit fermer la porte de son bureau. Et nous savions que le bonheur ou le malheur coulait sur les fils télégraphiques et se transformait en une grosse écriture sur le bloc-notes de MC. Collé à la petite vitre du bureau, nous percevions à peine la voix étouffée du surveillant qui, tout en les répétant, recopiait les noms des admis. J'avais les jambes molles. Mes intestins me brûlaient comme si j'avais mangé du piment. Mon cœur faisait des ratés tant il battait vite. Ma tête surchauffée était lourde et j'avais une folle envie de dormir, de ne plus penser à rien. Kula et Basier étaient très silencieux mais moins mouvementés que moi. Sans savoir pourquoi, il me vint à l'idée qu'au jour du jugement dernier nous serons ainsi, chacun plaidant pour son cas. Et j'aperçus Muriel. L'admirable Muriel dans un tel moment trouvait la force de sourire et de paraître décontractée.
Je ne pus répondre à son sourire car mes lèvres ne réussirent qu'à faire une grimace. La jeune fille se mit à rire franchement. Tout de même, Ebinto, tu ne vas pas te mettre à pleurer, j'espère? Non, Muriel. La vie ne réussira jamais à me faire pleurer. Je lui tiendrai tête, toujours. Et, au besoin, je substituerai la réalité au rêve. Mon Dieu! Le Rousseau des temps modernes. Et comme je voulais répondre, je vis le surveillant général sortir de son bureau, une feuille à la main. Voici les noms des admis. Il commença par nous appeler par les numéros d'inscription. J'avais le numéro 9, et quand monsieur C arriva au numéro 8, je fermai les yeux, ouvris bien les oreilles et cessai de respirer. Numéro 9, Ebinto Manzan. Admis, j'étais admis. J'ouvris les yeux et je respirai une bouffée d'air frais. Sur les cocotiers légèrement bercés par le vent, les oiseaux chantaient et j'eus conscience que la vie continuait de tourner. En définitive, tous mes amis étaient reçus, comme le souhaitait M. le principal, le collège moderne avait le plus fort pourcentage d'admis au BEPC. Il en restait plus que la fête de fin d'année. Elle eut lieu 3 jours après les résultats. J'avais envoyé une carte d'invitation à Monique mais elle était retenue par la fête de son collège et je fus d'ailleurs soulagée par cette absence. Muriel était là et cela me suffisait. Nous commençâmes la soirée par la représentation théâtrale. Et puis ce fut le bal. M. le principal l'ouvrit. Un tonnerre d'applaudissements le salua, puis de fut la mêlée générale. Je n'aimais pas beaucoup danser, mais ce soir-là, il y avait Muriel. Et elle m'avait dit, viens, Ebinto, divertis-toi, voyons. La jeune fille était une cavalière remarquable. Elle était souple et légère, dansait avec une grâce envoûtante. Oh! Muriel, elle m'enivrait. Elle était de celles qui font perdre la tête à un homme et le font vivre sans d'autre pensée qu'elle seule. Elle inspirait la merveilleuse étourderie de l'amour fou. Je ne dansais qu'avec elle et cela me mettait en colère qu'un autre cavalier l'invita à danser. Longuement nous avons dansé et vers les 4 heures du matin elle me dit qu'elle était fatiguée. Je l'invitai donc à aller faire une promenade sur la plage toute proche. Nous sortîmes de la salle et nous nous mîmes à marcher doucement, la main dans la main. Une myriade d'étoiles scintillait dans le ciel. Nos pieds s'enfonçaient légèrement dans le sable mou de la grève. Pourtant un moment nous nous arrêtâmes. La brise fraîche nous souffletait le visage. Muriel était toute proche de moi. Elle appuyait sa nuque sur mon épaule et ainsi, silencieusement, nous écoutions la nuit avec ses bruits sourds et amortis, admirions sa beauté froide. Ebinto, comme la nuit est belle. Oui, Muriel, belle comme toi. Ce fut à cet instant précis que, poussé par je ne sais quelle force, j'enveloppai la jeune fille dans mes bras, et l'attirai contre moi. Elle fut surprise par mon mouvement brusque et se raidit, mais il était trop tard. Je l'avais déjà enlacée et mes lèvres s'étaient posées sur celles frémissantes de Muriel. Et je sentis faiblir la résistance de la jeune fille. Elle finit par s'abandonner complètement à mon étreinte passionnée. Son corps se blottit mollement contre le mien et je sentis sa chaleur, je respirai son parfum. Doucement, elle me repoussa et se couvrit le visage de ses 2 mains. Des larmes coulaient de ses beaux yeux et roulaient sur ses joues. Qui eût dit que Muriel, si forte, si maîtresse d'elle-même, était si sensible, si faible. Muriel, je ne veux pas que tu pleures. Il ne fallait pas, Ebinto, me dit-elle d'un ton doucement coléreux. Pourquoi donc puisque je t'aime? On est sublime quand on a le courage de lutter pour ce qu'on aime. Mais cette lutte doit avoir une issue. Je préfère même l'échec à l'incertitude. J'ai donné mon amitié, répondit la jeune fille en sanglotant. Je ne veux pas de ton amitié. Je veux de ton amour. Muriel se laissa choir sur le sable, incapable de dire quelque chose. Ce matin-là, j'avais la situation bien en main et je voulais aller jusqu'au bout en profitant du trouble de la jeune fille.
Je sais, Muriel, beaucoup de choses nous séparent. Je suis bien pauvre mais je me sens la force de te protéger, de t'aimer sincèrement et de te rendre heureuse. Évidemment je ne te promets pas une Mercedes comme cadeau de noces, mais grâce à mon travail nous arriverons à avoir un niveau de vie moyen. Je m'étais assis auprès d'elle et je caressais affectueusement sa tête. Elle avait cessé de pleurer. Comme une petite fille, elle se taisait et essayait de contrôler son cœur qui battait précipitamment. Elle releva la tête et croisa mon regard. « Et bientôt, me dit-elle, pourrais-tu vivre heureux avec moi sachant que chaque mot d'amour que je te dirai ne sort pas volontairement de mon cœur, que je ne t'aime pas aussi profondément que toi tu m'aimes. Tu m'aimeras, Muriel. Tu apprendras à m'aimer, j'en suis certain. Sais-tu et bientôt que nous jouons la notre vie? Ma vie est déjà jouée. Mais, dis-moi, veux-tu devenir ma femme quand nous aurons fini nos études? » Elle réfléchit un court instant et parla d'une voix lasse. « Je suis troublée, laisse-moi voir plus clair en moi-même. Pendant les vacances je t'écrirai. » Elle se leva et me tendit la main. « Viens. » Je me levai et jetai un coup d'œil à ma montre. Il est 5 heures déjà. Nous avons regagné le centre culturel où l'orchestre jouait toujours. Dans le ciel, les étoiles pâlissaient. Une autre année scolaire était terminée. Demain qui s'annonçait était le premier jour des grandes vacances.